Je vous propose de commencer ces 2 jours de discussion par une interrogation. Ne manque-t-il pas à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération un soupçon d'ornithologie, une approche de la vie des sols, une vraie prise en compte de la subtile coopération entre les bactéries et les plantes fabacées dans la captation de l'azote atmosphérique, ou une appréciation plus informée de la capacité de régulation thermique des arbres? Bref, ne manque-t-il pas à l'EFC un peu d'écologie? Ou pour le formuler un peu autrement, comment l'EFC tient-elle sa promesse, pour le dire de façon un peu marketing, qui fait la baseline encore plus marketing de ces rencontres, de porter un autre regard pour prendre soin du vivant? Peut-on prendre soin du vivant sans parler d'écologie? En fait, l'interrogation, j'espère, n'est pas seulement rhétorique, pour le plaisir de pimenter un peu nos échanges, et par habitude professionnelle, je viens du journalisme. L'EFC est en fait régulièrement interpellé sur sa prise en compte des enjeux écologiques et de la transition, en particulier énergétique, qu'on peut mesurer par exemple par les émissions carbone. Mais d'où l'EFC est-elle interpellée? De quelle écologie parlons-nous? Est-ce qu'on parle de celle de l'économie verte, de la croissance verte, des bilans carbone et des solutions technologiques? Ou est-ce qu'on parle de celle des atlas participatifs de la biodiversité, des liens entre inégalité sociale et crise de la biosphère, ou enfin de celle de l'avènement d'un autre rapport avec le reste des vivants non humains? Pour situer cette écologie qui interrogerait l'EFC, nous accueillons donc Caroline Lejeune pour faire un peu d'histoire de la discipline. Vous êtes docteur en sociologie politique environnementale avec pour focus les liens entre justice et écologie. Vous êtes depuis 2023 directrice de la Fondation Zoein et vous travaillez sur les expérimentations et démarches de recherche-action tournées vers les nouveaux modèles économiques et démocratique. Et à l'issue de cet exposé, nous nous tournerons vers Patrice Vudel, intervenant-chercheur au sein du laboratoire d'intervention et de recherche Athémis, que je ne présente pas, ou peut-être si certains ont besoin de le présenter, il y aura des échanges entre midi et 2, ça sera l'occasion. Et c'est plutôt Patrice autour de la recherche, disons de la doctrine, comme on dit à Athémis, que nous vous entendrons, autour de la façon dont l'émergence de la pensée du vivant peut nourrir la fameuse doctrine de l'EFC. C'est-à-dire la façon dont l'invitation de la part d'un certain nombre de chercheurs, de philosophes, d'écologues, mais aussi de l'IPBES, le GIEC de la biodiversité, nous invite à établir d'autres relations, certains disent diplomatiques, avec le reste des êtres vivants. Pour le dire un peu autrement, cette invitation à développer d'autres récits anthropologiques, d'autres cosmologies, est-elle pour vous une piste pour apprendre à ne plus compter, pour reconnaître que certains biens et services, par exemple écosystémiques, mais aussi du champ du soin, de l'attention, du care, n'ont pas de prix et ont tout de même besoin de moyens? Patrice disposera de 10 minutes, comme Isabelle Boulère. Alors Isabelle, je vais reprendre, parce que par rapport à ce que j'ai écrit sur ma fiche, et la façon dont vous souhaitez que je vous présente, il y a un petits ajustements, pas grands, mais les mots sont importants. Donc Isabelle Boulère, vous êtes consultante chez Vacom, engagée dans l'EFC depuis 10 ans. Vous avez participé à la création du club INE comme initiative normande pour de nouvelles économies. Vous êtes accompagnatrice de l'EFC et membre du bureau de l'EFC comme trésorière. Avec vous, nous verrons comment se vivent ces tensions entre écologie et économie, puisque j'allais le dire sans démagogie, sur le terrain, dans vos accompagnements personnels, mais aussi dans les clubs que vous représentez ici. Je viens de dire que certains biens et services, bien qu'extrêmement précieux, ne peuvent pas ou ne doivent pas avoir de prix. Intégrer ça dans un modèle économique aujourd'hui, on imagine que ça suscite une certaine tension, jusqu'à parfois interroger l'existence même, la raison d'être de l'entreprise. Et puis, comme représentante de l'Institut, vous répondrez aussi à la question: comment l'Institut fait-il ressource pour ceux et celles qui essaient de surmonter ces tensions, accompagnateurs ou dirigeants? Après ces trois interventions, donc, alors normalement il aurait dû être 11h55, mais 11h55 plus 15 minutes, j'ai toujours été nul en calcul, ça fera midi 10. Voilà, sinon je suis pas si nul en fait. Et il sera temps, Isabelle,
sera soit votre porte-parole, soit le porte-micro, suivant que vous avez envie de réagir par les moyens modernes de communication ou par ce truc inventé depuis quand même un certain nombre de milliers d'années qui est la parole, de prendre part à la discussion. On aura une demi-heure pour le faire et on conclura avec Caroline qui reviendra sur nos échanges. Un mot pour vous dire enfin d'où je vous parle, d'où j'anime, d'où je modère cette discussion. Donc moi je suis ancien journaliste professionnel à la radio et à la télévision, porteur de projets de transition à Roubaix, et à ce titre, dans les difficultés rencontrées, dans le fait de faire tenir des ambitions politiques et une réalité économique, j'ai rencontré l'EFC et suis devenu compagnon de route de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération et du labo Athémis. Voilà. Un dernier mot pour vous dire, c'est pas une interro écrite, mais comme vous le savez, un service est toujours coproduit. Il y en a qui suivent. Bon, c'est l'un des fondateurs, ça tombe bien. Et donc, là, ça marche. Hein. La façon de coproduire, c'est à peu près de respecter son temps de parole, d'être attentif et de contribuer d'une façon ou d'une autre pour qu'on produise bien un service aujourd'hui qui est de comprendre, interroger, proposer et discuter. On commence donc avec vous, Caroline. Merci beaucoup Pierre, et puis merci à tous. Je suis ravie de vous rencontrer et puis d'avoir ce moment d'échange avec les intervenants et puis les discutants. Je suis ravie d'être là et puis je suis aussi très curieuse du dialogue qui va pouvoir s'amorcer parce que je suis, comme l'a expliqué Pierre, sociologue politique sur les questions environnementales avec un parcours de philosophie très pragmatique et d'approche de terrain sur les questions d'injustice environnementale. Donc je suis très impliquée dans les questions démocratiques et sociales via mes activités et je suis moins sur la question de l'EFC. Pas que je n'ai pas des notions, mais je pense que tous ceux parmi vous qui ont pu faire les formations, ça va permettre d'apporter en fait matière à ce dialogue entre questions sociales, questions démocratiques et la question de la valeur, comment on évalue cette valeur, comment on coproduit. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont importantes pour la suite. En tout cas, c'est comme ça que ça m'a parlé dans l'ensemble de la préparation. Ce que je vous propose, c'est d'aborder le sujet sur cette question de l'écologie en reprenant en fait la manière par laquelle elle a un peu intégré les politiques environnementales, mais aussi les grands moments de sa mise à l'agenda, un peu avec une rétrospective un peu historique, mais à laquelle je vais aussi associer une perspective sociale, puisque vous allez voir que si on parle d'écologie, et ça c'est Haeckel qui est à la base de cette notion d'écologie et des sciences de l'écologie, si on parle de cette notion d'écologie pour qualifier l'importance de pouvoir prendre en compte les relations entre un individu, une entité naturelle, une bactérie et son environnement, et les interrelations entre ces bactéries et les autres êtres vivants au sein d'un écosystème. D'un point de vue scientifique, ça a eu aussi une implication dans la manière de se construire cette idée de l'écologie, de la nature ou encore de l'environnement. Donc on voit en fait la diversité en fait des approches qui vont naître de cette appropriation, de cette préoccupation environnementale au fil du temps. Donc je vais vous proposer ce retour-là et puis ensuite d'ouvrir sur les questions de comment on prend en compte finalement cette concomitance de la vulnérabilité sociale et écologique, et ce qui permettra certainement après d'ouvrir les débats. Si on doit reprendre un peu, alors je vais faire des choix parce que je ne vais pas être exhaustive, mais si on devait reprendre finalement des différentes approches, une première approche que j'ai envie de partager avec vous, c'est celle de l'approche qu'on va dire préservationniste ou conservationniste qui est née aux États-Unis à travers une mobilisation relativement importante du Sierra Club, qui est une ONG de protection de l'environnement, et qui s'est mobilisée contre l'aménagement d'un barrage aux États-Unis dans le cadre d'un parc et de plusieurs parcs aussi, de Yosemite et de Yellowstone. C'est une histoire relativement importante qui a été portée par John Muir, pour certains d'entre vous qui peut-être connaissent cette histoire, et qui a amené à la création des premiers politiques de parcs naturels pour préserver justement ces territoires de la construction de barrages ou de grands projets d'aménagement touristique type aussi Walt Disney.
Cette démarche permet de pouvoir qualifier finalement cette manière dont on va percevoir la nature. On va la voir comme un objet de contemplation, de préservation, d'observation, d'esthétique. Ça a donné lieu d'ailleurs à plusieurs écoles artistiques et de peinture qui permet, comme pourrait le dire Philippe Descola, qui est anthropologue et qui a beaucoup travaillé sur cette idée de la nature, de se mettre finalement à distance ou à l'extérieur de la nature et de pouvoir observer un paysage, un parc de manière vierge. C'est-à-dire que l'idée qu'on pourrait avoir aux États-Unis d'un parc naturel tel que ça a été construit, ça a été de considérer cette nature vierge. Et c'est cette idée de wilderness qui a émergé beaucoup dans cette construction des politiques environnementales, qui s'est aussi basée sur une conception un peu religieuse de la nature, d'une nature sublimée, d'un paradis qui a pu se constituer à travers ces premières mobilisations environnementales, notamment portées par John Muir. Ce qui a accompagné finalement cette construction de la nature comme un objet de contemplation ou de loisir, c'est aussi accompagné d'une forme d'accaparement des terres par les États américains et de finalement déposséder les Indiens d'Amérique des terres sur lesquelles ils pouvaient vivre. Donc à travers cet exemple-là, je montre que la construction de cette politique environnementale, elle s'est aussi accompagnée d'une forme d'exclusion sociale, de considérer ce qu'on va appeler comme une bonne ou une mauvaise nature. Je caricature, mais c'est un peu l'idée de dire, mais est-ce qu'un parc naturel est vierge ? Et comment on peut penser finalement cette construction de la nature comme étant complètement vierge et sauvage. Donc cette construction en fait qui conduit va accompagner finalement aussi à la construction d'autres parcs naturels. Chez nous, ça va être un peu différent, en Suisse aussi. Il se peut que je fasse souvent référence à la Suisse parce que comme je viens aussi de Suisse, il se peut que je fasse des parallèles. Mais c'est intéressant de pouvoir voir comment cette idée de la nature elle a pu se construire dans le cadre de ces parcs naturels et comment les questions sociales se posent rétrospectivement. Une autre date finalement qui est aussi intéressante, c'est celle de c'est une autre auteure surtout, c'est Rachel Carson. Rachel Carson, elle est biologiste marine. Elle est une des premières finalement à pouvoir identifier l'impact en fait des intrants et notamment du DDT sur la qualité des sols, mais aussi sur la préservation de la biodiversité et sur le respect finalement des entités naturelles. Elle écrit un très bel ouvrage, très bien documenté que je vous conseille aux éditions Wild Project, qui s'appelle Printemps silencieux. Et elle écrit cet ouvrage de Printemps silencieux parce qu'un matin elle se lève et elle n'entend plus les oiseaux. Elle fait des études et elle se rend compte qu'il y a vraiment une chute drastique de population d'oiseaux sur des territoires qui sont agricoles et qui permettent de pouvoir faire une corrélation entre l'usage du DDT, la chute drastique du nombre d'individus d'oiseaux sur le territoire, mais aussi la santé des agriculteurs. Et en cela, elle va vraiment bien montrer la manière par laquelle cette question de la pollution, de l'usage de produits toxiques va avoir un impact non seulement sur la santé du territoire, sur la santé des espèces et sur la santé humaine, mais aussi sur le modèle de développement agricole qui est en train de se développer à l'époque. On est dans les années 70, 60, 70 et qui interpelle en fait sur l'usage de ce type de produits chimiques sur l'ensemble des territoires américains. Un autre, et ce que je veux préciser aussi, c'est que autant beaucoup de chimistes ou beaucoup de biologistes vont parler d'intrants ou vont parler finalement de conséquences ou d'externalités environnementales négatives, elle va utiliser un autre mot, et c'est la première fois qu'on le voit. Alors on commence à l'entendre maintenant, mais on ne l'entendait pas à l'époque, c'est la notion de biocide. Et le fait, en fait, cette question de, c'est pas utiliser un produit toxique, pour elle, oui, on peut le qualifier comme un produit chimique, mais on peut aussi le qualifier comme une externalité environnementale négative, mais ça a aussi un impact finalement sur la vie des personnes. Donc elle a utilisé cette notion de biocide qui est maintenant reprise en parlant d'écocide, par exemple. Si je continue un peu cette histoire, on a les limites à la croissance du rapport Meadows, 72. Qui permet de pouvoir vraiment faire un lien entre l'impact écologique de la croissance économique et démographique. C'est un retentissement relativement important c'est un rapport qui a été commandé par le Club de Rome, qui rassemble beaucoup d'industriels, mais aussi des politiques, et qui vraiment permet de pouvoir faire ce lien de
le fait de ne pas pouvoir continuer à faire une croissance infinie dans un monde limité. Et c'est une représentation qui est très forte, notamment au niveau international, parce que ça permet aussi de prendre connaissance de cette planète bleue qui n'est pas extensible et dont il va falloir préserver les ressources, mais aussi va poser la question de la démographie. Et ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui, actuellement, on a aussi cette représentation des limites planétaires qui permettent de pouvoir qualifier finalement certains seuils à ne pas dépasser et qui permettent de pouvoir aussi questionner les flux et les matières disponibles et d'avoir une réelle réflexion sur les modes de production. Ça va aussi avoir un impact au niveau politique. Donc c'est là où, vous voyez, à chaque fois qu'on passe d'une question d'une conception de l'écologie qui nous informe sur des données, qui permet d'avoir une construction de la notion d'environnement, à du domaine politique ou du domaine social. Donc c'est un peu ça que j'invite à faire maintenant. On voit que cette question des limites à la croissance, qui est un document et qui est une connaissance technique, ingénieure et scientifique, va être appropriée aussi dans la sphère des négociations sur ce premier sommet de la Terre, pour réfléchir finalement à la manière par laquelle la question démographique pourrait entrer dans les négociations entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et de pouvoir finalement mettre en place un certain nombre de protocoles visant à réduire la population des pays du Sud qui seraient trop nombreux vis-à-vis du modèle de développement dans lequel on se projette. Ce qui est intéressant, c'est que, alors même qu'il y a cette question-là qui se pose sur finalement les modalités de régulation de cette démographie, dans les pays du Nord, les femmes sont en même époque en train de se mobiliser pour avoir le droit à la contraception, de pouvoir aussi avoir le droit de contrôle de leur corps. Du coup, on n'est pas du tout, alors qu'elles n'ont pas le droit à la même époque. Donc on est vraiment sur un paradoxe en fait, qu'on peut voir à l'échelle internationale sur quel modèle de développement on veut et pour qui. Et ça, c'était aussi intéressant de pouvoir l'observer dans les débats à l'échelle internationale. C'était de se dire, les pays du Nord sont ceux qui sont les plus responsables des dérèglements climatiques et à l'heure actuelle. Et en même temps, c'est aussi eux qui ont amené cette question des inégalités de développement entre les pays du Nord et les pays du Sud et qui vont intégrer cette question de la démographie dans les territoires. Ça, c'est un très bel ouvrage de Françoise Daubonne que je vous recommande vivement, qui a fait l'objet de nombreuses discussions à l'époque, dans les années 74, 1974, et qui permet aussi de pouvoir prendre cette portée politique que peut avoir ce type de connaissance une fois qu'elle est portée dans la sphère politique. Je continue l'histoire. Très bien. On arrive après dans les années, on va dire 80, 90. On voit les premières catastrophes technologiques relativement importantes. Bon, celle qui a tous marqué, je pense à l'époque, c'est vraiment Tchernobyl, qui permet de pouvoir montrer les risques technologiques. Donc là, on passe maintenant sur la question des risques technologiques et qui permet de pouvoir rendre visible finalement la nécessité en fait de pouvoir agir sur les externalités environnementales négatives en mettant en place des politiques environnementales qui vont être dans la gestion du risque, dans la gestion des flux, et qui permet aussi de pouvoir décliner certains types d'instruments. Donc on va avoir différents types d'instruments qui vont émerger, le principe pollueur-payeur par exemple. On va avoir les taxes qui vont être incitatives pour pouvoir essayer de réguler certains modes de production. On va avoir toute cette démarche de modernisation écologique qui va apparaître dans les modes de production, en tout cas du point de vue des politiques environnementales, comme l'amélioration des matériaux et vraiment une approche très technique en fait de la démarche. Donc, dans cette histoire qui est importante, c'est que les risques environnementaux ou les risques technologiques qui ont surgi dans ces années-là ont permis de mettre en place des politiques environnementales plutôt incitatives de protection et de sécurité et qui ont permis de pouvoir le rendre visible. On voit aussi dans certains territoires comme en Inde, le fait qu'il y ait peu de protection ou peu de sécurité vis-à-vis des risques industriels peut amener à des catastrophes humaines. Le Bhopal, par exemple, peut en témoigner. En même temps, on voit qu'il y a des premiers mouvements de justice environnementaux qui émergent. Et surtout aux États-Unis. Alors, on commence à les voir maintenant ici en France, mais on voit émerger à partir des années 80
une série de mouvements de justice environnementaux qui sont des mouvements sociaux qui vont avoir le droit, ils vont revendiquer le droit à avoir un environnement de qualité. Et là, je vais vous donner 2 exemples en particulier. Le premier, c'est le cas du Love Canal. C'est un cas aux États-Unis, dans le district de New York, où un quartier a été aménagé sur une ancienne zone industrielle qui était une industrie de produits chimiques, Chemical Industry, et qui a eu des retentissements relativement importants dans la mesure où les personnes qui sont venues habiter sur ces territoires étaient plutôt des personnes à catégorie sociale modeste. C'est le moment où on commence à aménager des lotissements et des grands aménagements pour donner accès à la propriété de populations qui sont plus modestes. Et au fur et à mesure du temps, en tout cas au bout de quelques années, les femmes se rendent compte qu'elles ont des problèmes de reproduction, que les enfants commencent à avoir des problèmes aussi à la naissance. Et à travers toute une approche d'épidémiologie populaire, vont permettre de pouvoir identifier finalement le lien entre les éléments chimiques, la chimie du territoire, avec leur propre santé. Et c'est ce qui a donné lieu à une grande enquête à l'échelle américaine qui a permis de pouvoir recenser l'ensemble des lieux qui permettaient de faire le lien entre industrie toxique ou sites de déchets ou de décharge de déchets et la catégorie sociale de la population. Et ça a permis de pouvoir mettre en évidence plusieurs choses. Notamment aussi parce que, et là c'est mon 2e exemple, on a eu le cas du Warren County. Donc le Warren County, c'est aussi un cas de justice environnementale, mais qui est né dans le prolongement des mobilisations de Martin Luther King, notamment pour la défense des droits civiques, et ce qui a permis aussi de pouvoir faire un lien entre la catégorie sociale, la situation politique et l'exposition aux risques environnementaux. Autrement dit, plus vous êtes en situation d'inégalité ou de revenus modestes, plus vous êtes en situation d'exclusion politique, et plus vous risquez d'être exposé à des risques environnementaux dans le territoire dans lequel vous vivez. Et cela, pour une raison relativement simple, c'est que le prix du foncier est souvent en lien avec le prix des revenus. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas, quand vous êtes en situation modeste et en situation de ségrégation, vous n'avez pas l'endroit où vous allez pouvoir habiter, parce que vous n'avez pas la capacité financière d'investir dans un lieu de bonne qualité. Donc ce que montrent ces mouvements de justice environnementaux, c'est que non seulement il y a ce cheminement d'inégalité sociale, inégalité politique et inégalité environnementale territoriale, donc on est vraiment sur un cumul d'inégalités qui est englobé sous cette notion d'injustice environnementale. Et avec l'aggravation des problèmes climatiques au fur et à mesure du temps, on voit aussi que va naître des mouvements de justice environnementale tournés sur la nourriture, des mouvements de justice environnementaux tournés sur les questions de production et d'accès à l'énergie, des mouvements de justice environnementaux qui sont tournés sur les questions de l'eau, on le voit beaucoup en France ces derniers temps, et aussi des mouvements de justice environnementaux sur les questions climatiques. Et ce que nous disent par exemple les mouvements de justice climatique, c'est que plus vous êtes en situation de revenus bas ou modeste, vous êtes en situation d'exclusion ou exclusion politique, vous êtes catégorie sociale qui émet le moins d'émissions de gaz à effet de serre, vous êtes ceux qui allez le plus subir les effets du dérèglement climatique, et en même temps, c'est vous qui allez aussi faire le plus d'efforts pour essayer de surmonter cette situation par rapport à la question des responsabilités dans le changement. Donc ce que pose en fait la question, je pense, du cumul d'inégalités tel que je viens de l'exprimer, c'est que d'une part, les questions d'écologie, puis on le voit depuis les différents exemples que j'ai pu utiliser, accompagnent finalement des formes d'exclusion sociale ou d'inégalité sociale. Donc ça, c'est un premier point. Et qu'il y a aussi une concomitance entre la destruction de l'environnement, l'aménagement du territoire et les populations qui y vivent. Et ça montre finalement des convergences de vulnérabilité entre vulnérabilité sociale, vulnérabilité politique et vulnérabilité de notre environnement et du milieu dans lequel on vit, et je pense qu'on est un peu tous concernés. Alors,
qu'est-ce qui a été mis en place pour pouvoir répondre? Alors, qu'est-ce qu'ont fait les politiques environnementales pour pouvoir répondre à ces problématiques? Alors, il y a plusieurs instruments qui ont été mis en place, et c'est là où je pense peut-être que ça donnera lieu à une discussion. C'est d'abord de mettre en place un système d'indemnisation, c'est-à-dire que dans une logique de pollueur-payeur, c'est aussi d'indemniser les personnes qui sont exposées à des risques environnementaux pour l'atteinte à leur santé. Ça, c'est une première chose. Un objectif aussi, mais qui fait partie finalement de la gestion des risques de dépollution quand c'est possible, ou de vraiment faire appel à des systèmes de compensation économique relativement importants. Donc on est bien sur une reconnaissance de l'enjeu, on est bien sur un enjeu, une indemnité financière qui va être faite, mais peu de questionnement en fait, ou de remise en cause des causes qui ont amené à ce qu'on donne le droit à polluer ou affecter les populations qui sont sur ce territoire. Donc il y a un enjeu économique, un instrument économique qui permet d'indemniser, et la question politique qui pourrait se poser sur la cause est peu prise en compte ou peu posée comme un enjeu environnemental et surtout démocratique, ou un enjeu social et démocratique. Et ce système-là d'indemnisation, de réparation, de compensation, on le retrouve aussi sur la question de la nature. Tout à l'heure, on parlait de la biodiversité, c'est-à-dire que actuellement, on peut avoir la possibilité de détruire des espaces naturels et de les compenser pour soit compenser les services qui ont été identifiés dans un autre espace ou de manière financière. Donc, c'est-à-dire qu'on s'autorise encore, je continue, si vous voyez ma logique, je continue, on autorise finalement à pouvoir utiliser un instrument économique à l'appui d'une approche d'écologie de la conservation et de pouvoir indemniser, sauf que ça ne va jamais réparer le vivant. On va pouvoir considérer ces services comme une chose qu'on va pouvoir répliquer à l'intact, mais au regard de la qualité du vivant et de ses diversités biologiques, une forêt équatoriale ou une partie d'une forêt équatoriale qu'on détruit pour remettre des arbres ailleurs, vous voyez qu'il n'y a pas d'équivalence. Et ça pose question. Donc je vous le partage, mais du coup c'est toujours ces instruments, et ça pose la question de la valeur. Donc moi j'ai commencé un peu à préparer en me disant, ça pose quand même la question de la valeur des choses, et de l'attention et de l'attachement en fait qu'on a. Donc on voit bien que cette vulnérabilité, elle se pose à différents niveaux. La vulnérabilité sociale, de l'accès à l'eau, de l'accès à l'énergie, des enjeux de partage de l'eau, actuellement, qui rend compte de relations d'interdépendance, qui, comme le disait Bruno Latour, qui est un très grand anthropologue français depuis des années, qui nous a quittés, mais qui a marqué l'anthropologie de la nature aussi, avec d'autres chercheurs comme Philippe Descola, dans le champ des humanités environnementales. Donc ce que j'ai pu vous raconter avant, c'était en sciences humaines le champ de la pensée écologique. Après, on arrive sur un autre domaine qui est plutôt les humanités environnementales, c'est-à-dire comment on considère cette interdépendance, cette relation au vivant comme une relation intrinsèque à nos modes d'agir, nos modes de travailler, nos modes de production et de nourriture. Et comment finalement ça peut être aussi un acteur. Le vivant, comment peut-il être acteur de cette coproduction, je reprends le mot parce que je trouvais qu'il était très beau, d'une activité. Et comment on s'ancre dans un milieu. Donc cette invitation des humanités environnementales de considérer finalement que les enjeux sociaux, les enjeux économiques, les enjeux démocratiques, les enjeux politiques sont intrinsèquement liés, elles invitent à sortir d'une approche qui considère que la nature est une chose qu'on peut utiliser, et je voudrais quand même dire que cette approche, d'après les travaux de Descola, c'est une approche qui est marginale à l'échelle du monde parce qu'il y a une diversité de cosmologie, donc de rapports d'existence à la nature dans des pays autochtones qui sont très différents. Mais c'est celle qui est prédominante dans notre système mondial via les modes de développement qui ont opéré depuis l'avènement de la mondialisation et du capitalisme.
Donc cette invitation finalement des environnementales, elle nous conduit finalement à sortir d'une approche, excusez-moi en termes d'ailleurs d'usage ou instrumental de la nature, de sortir d'une conception, ou de dépasser, de concilier, parce que j'aime pas les propos binaires, mais de concilier une approche sensible d'attachement, d'affect, de responsabilité politique et de démocratie, avec des enjeux de flux, de gestion des flux, d'optimisation, de réduction de l'usage des matériaux, etc., etc. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est une discussion aussi qu'on a à Zoën. C'est difficile comme discussion, mais je pense que c'est une discussion intéressante parce que tout à l'heure, on disait est-ce que il faut tout compter, est-ce que c'est important de tout compter. On a eu un séminaire en juillet au sein de Zoën, je vous passe les détails, on pourra en reparler si vous voulez, où on s'est demandé s'il ne fallait pas plutôt se raconter. Est-ce que la manière de pouvoir construire de nouveaux imaginaires dont on ne dispose pas parce qu'on est vraiment dans la pensée occidentale, mais cela dit, quand on voit des pratiques de biodynamie, des pratiques de préservation du fromage vivant, des pratiques de gestion des vignes et d'autres pratiques qu'on peut voir, ou de protection des sols, on voit que ça existe, ces rapports-là. Et ça entraîne de l'affect, ça mise sur l'action de l'expérience du vivant, comment on le connaît, comment on le qualifie, comment je construis cet attachement. Il y a plusieurs pistes. Et moi, je voudrais juste vous les partager, c'est celles que j'ai pu observer, il y en a d'autres. En tout cas, dans mon travail de thèse, moi j'ai beaucoup travaillé à Roubaix, et je trouve que le fait de pouvoir comprendre l'histoire et la trajectoire du territoire, en même temps que comprendre et saisir la trajectoire des personnes qui y habitent, et du vivant, sous toutes ses formes, ça permet de pouvoir finalement comprendre qu'on fait partie tous de la même histoire. Là, si je vois un peu le développement économique de Roubaix avec un développement économique industriel florissant, avec la chute de l'industrie pour une délocalisation dans les pays d'abord arabes et ensuite en Asie, et finalement la manière par laquelle tout le milieu ouvrier non seulement a compris à quelle histoire il avait participé et comment il veut participer de cette transition en offrant des nouvelles perspectives. C'était à l'époque, c'est moins le cas maintenant, mais c'était intéressant de voir quel est le changement, comment on se sent concerné et comment à un moment donné il y a un déplacement de ces perspectives où on se sent dans la capacité d'agir. Mais c'est aussi faire le récit de ses propres activités. Et je pense que le fait de pouvoir faire ce témoignage de trajectoire de ces activités, de comprendre que la question de la valeur ou la question du soin qu'on a vis-à-vis de ces activités, elle peut se faire par une évaluation des effets. Elle se fait aussi par le récit d'une histoire, d'une sensibilité, d'un affect. Et moi, j'ai beaucoup aimé une vidéo que j'ai vue sur le site de l'Institut qui portait sur l'économie poétique, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une approche qui permettait de remettre du langage là où habituellement on l'évacue et on évacue la question de l'expérience. Donc cette question de la subjectivité, et c'est aussi de pouvoir porter attention au vivant. Et je pense que quand on essaye de réfléchir à cette question de la coopération, et là moi c'est juste une discussion que j'ouvre avec vous, on n'est pas obligé d'y répondre, on y répond plus tard. Il y a la coopération avec les humains. Et du coup, ça c'est quand même la chose, c'est-à-dire quand on travaille avec les gens, on est engagé, on s'organise, on coopère. Et comment, à un moment donné, on peut faire des non-humains aussi un acteur de cette coopération. Et l'approche par dialogue territorial, quand on gère des enjeux de l'eau, quand on gère des enjeux de régénération des sols, comment on peut aborder ces thématiques-là en étant porteur finalement d'un dialogue territorial avec l'ensemble des acteurs qui sont d'accord d'aborder tous les sujets et de pouvoir finalement concilier enjeux sociaux, enjeux démocratiques, enjeux économiques, enjeux politiques. Et je ne dis pas que c'est simple, et je n'ai pas du tout la réponse. En tout cas, non seulement il y a ces approches-là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives et de méthodologies qui essayent d'intégrer cette question du vivant. Comment on passe d'un sol mort et pollué à un sol qui est vivant. Comment on passe, comme je le disais, d'un vin mort à un vin qui est vivant. Et je vous invite vraiment à pouvoir, si ça vous intéresse, voir les collections sur Wild Project d'ouvrages qui permettent vraiment de pouvoir rendre compte des différentes méthodologies qui sont expérimentales en ce moment, mais qui rendent visibles finalement d'autres formes de connaissances qui viennent s'associer aux connaissances scientifiques nécessaires que l'on a. Et du coup, on a une diversité de savoirs qui sont vraiment tournés vers la protection du vivant et l'adaptation du monde dans lequel on vit. Et je m'arrêterai là.
Merci Caroline, voilà qui rend quelques minutes à Patrice par exemple, ou à moins qu'il ne les laisse après à Isabelle. Est-ce que la logique la force de l'EFC, c'est de porter son attention sur le travail réel, cette chose si compliquée à saisir. Est-ce que dans la même dynamique, porter son regard sur le vivant non humain suffit, j'allais dire, ou est-ce qu'il y a besoin d'une espèce de rupture anthropologique, de rééduquer notre regard d'occidentaux qui arrivent à reconnaître que c'est important, tout ça, mais qui n'arrivent pas à le faire rentrer au final dans un tableur Excel qui détermine au fond le résultat et la viabilité d'une organisation. Alors, comment ces questions économiques qui sont portées par l'économie de la fonctionnalité et de la coopération rencontrent les questions écologiques et le vivant? C'est un peu ça que je vais partager comme réflexion, comme élément de réponse. La première chose, c'est que je pense que c'est important, quand on parle de ces enjeux, et notamment des perturbations du vivant, qu'on en parle à la bonne échelle. Une échelle qui nous permet, dans la discussion aussi, de projeter notre capacité à agir. Ça, c'est vraiment important parce qu'on a tous fait l'expérience de super conférences qui, au choix, nous laissent accablés, désespérés, dépassés, éco-anxieux, ou c'est tellement stratosphérique qu'on ne se sent pas concerné. Donc ça, c'est quand même un premier point. Et par rapport à ce périmètre d'enjeu, ce que l'on travaille, ce sont les rapports de production et de consommation. Et les rapports de production et de consommation, dans une échelle à la fois microéconomique, celle de l'acteur économique, et dans une échelle territoriale, méso-territoriale. C'est ces périmètres et ces échelles sur lesquels on cherche à agir. Alors l'état des lieux, on l'a tous fait depuis très longtemps. Je voudrais juste vous partager trois petits points d'un livre de Jason Moore qui s'appelle « Écologie monde du capitalisme », qui fait l'hypothèse qu'on n'est pas dans l'anthropocène, que c'est mal nommé finalement cette période, mais qu'on est dans le capitalocène. Ce que tu disais, Caroline, on s'est construit sur une séparation à un moment entre la nature et la société. Cette séparation, elle nous a autorisés en tant que société, et le capitalisme, finalement, a fait de la nature une force de production, notamment à travers une dynamique de transformation du vivant, de la nature ou de l'environnement en marchandise, pour l'intégrer dans le cycle économique. Ça, c'est l'état, je dirais, dominant de la relation au vivant et à la nature. Alors, les rapports de production et de consommation, tels qu'on cherche à les mettre en travail, on a commencé à l'esquisser. Quand on pose la perspective écologique, ou les questions écologiques, ce sont des questions de travail. C'est très facile à illustrer. Quand on travaille avec des éleveurs, on voit bien que au fur et à mesure, ils sont interpellés dans leur travail, alors à la fois dans le sens de leur travail, mais aussi dans ce qu'ils développent comme réponse ou comme approche, parce qu'un jour, on va leur dire que les bovins, ça émet du méthane et donc que ça participe du changement climatique. On va interroger la consommation de matières premières qu'il faut pour faire vivre ces animaux dédiés à notre consommation, et au bout de la chaîne, on va nous interroger et les interroger sur le régime alimentaire qui est le nôtre. Donc on voit bien que là, tout d'un coup, ça réinterroge le sens du travail, la perspective du travail et le rapport au monde. On a la même chose avec, par exemple, les jardiniers. Quand on est passé au zéro phyto dans les villes, la première conséquence, c'est qu'on a utilisé des brûleurs. Donc finalement, du point de vue du travail, c'était un peu plus fatigant, c'était des troubles musculo-squelettiques possibles. Et puis quand on a commencé à ouvrir les trottoirs en disant mais il faut faire revivre la biodiversité en ville, et puis mais non, c'est pas des mauvaises herbes, c'est de la biodiversité, finalement ça nous réinterroge tous, et eux les premiers, sur notre conception du propre, du beau, etc. Donc on voit bien que là il y a des questions de travail qui sont très sensibles, et qui sont sensibles dans une dimension subjective et dans une dimension d'activité. Si on le pose du point de vue des rapports de consommation et finalement de ce que l'on cherche à apporter comme capacité de transformation, on est bien sur l'accompagnement à des changements de mode de vie. L'accompagnement à des changements de mode de vie, ce qui est intéressant, c'est que
ça nous amène dans le périmètre du territoire, dans l'échelle du territoire. Parce que finalement, c'est les bassins de vie, c'est des espaces territoriaux et c'est des sociétés locales qui s'organisent pour vivre sur un territoire. Et là, on va pouvoir mettre en travail de façon intégrée, comme le disait Caroline, les dimensions environnementales, les dimensions sociales, les dimensions économiques, les dimensions démocratiques. Là, on peut mettre en travail toutes ces questions. Et on voit bien que la question des modes de vie, c'est une question qui renvoie à la question de l'imaginaire, à des dimensions culturelles fortes, qui renvoie aussi à des normes sociales. On voit comment dans certains milieux sociaux, par exemple, le rapport au voyage en avion, la norme sociale, elle est en train de changer. Pas dans tous les milieux. Dans les années 90, comme tu dis, on était tous super contents de pouvoir aller faire des week-ends de 2-3 jours et de découvrir l'Europe en prenant l'avion. Certains le sont encore, mais on voit bien qu'on est quand même de plus en plus nombreux à être de plus en plus coincés par cette façon de faire. Donc on voit bien que là, il y a des normes sociales en jeu. Mais si on se ramène au quotidien, à la façon dont les personnes vivent, finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est d'accompagner des personnes sur des modes de vie qui seraient plus sobres, mais en même temps qui seraient souhaitables, qui seraient heureux, qui seraient agréables. On peut l'illustrer à travers la question du rapport à l'habitation, à l'habitat et à l'habité, finalement, en repassant par la question de l'habiter. On rêve tous, ou beaucoup d'entre nous rêvons d'un pavillon avec un petit espace de jardin. Et en même temps, on voit bien que tout ça, c'est consommateur de ressources. Donc, la logique de l'habitat collectif revient, mais l'habitat collectif, c'est plus le HLM des années 60. On voit toutes les approches de l'habitat participatif qui essayent d'intégrer des dimensions intergénérationnelles, des dimensions de mutualisation, qu'est-ce qui est de l'ordre du propre, du chacun pour soi, et qu'est-ce qui est de l'ordre du collectif. Donc là, on voit comment il y a des nouvelles façons de construire son habitat dans une autre façon d'habiter son territoire, qui sont finalement des évolutions de mode de vie sur lesquelles l'économie de la fonctionnalité de la coopération cherche à apporter des réponses à construire. Alors on voit en disant ça qu'on ne travaille pas du tout, ou qu'en tout cas on est à côté de ce que tu disais, on ne travaille pas par la réglementation, ou en tout cas on n'est pas dans le périmètre des questions de réglementation, on se confronte à des réglementations qui ne sont pas adaptées. Par contre, c'est pas le rapport à la réglementation, et on n'est pas dans le signal prix à travers les taxes, on est dans autre chose. Alors, si on va un peu plus précisément sur les modalités de mise en œuvre ou sur les mécanismes économiques qu'on mobilise, je vais mettre de côté tout ce qui est l'économie circulaire, la logique cycle de vie, on le connaît. Donc je dirais en complément, c'est vraiment cette attention aux usages, cette logique de performance d'usage et la façon dont on va discuter de la valeur créée, des effets de valeur, et on va pouvoir chercher à contractualiser sur ces effets de valeur. Comment on construit des convergences d'intérêts à réduire finalement des consommations, mais tout en apportant une valeur d'usage. C'est l'effet ciseau dont on parle. Je vous renvoie vers une petite vidéo de l'IRECO, par exemple, qui était très intéressante sur ça. La façon dont on sort de simplement « je vends des consommables de bureau » et finalement, c'est quoi les effets? Qu'est-ce que je peux prendre en charge dans le soutien au travail, dans la gestion de ces consommables? Et comment je peux essayer de construire un modèle qui ne soit pas simplement le nombre de crayons ou de cahiers que j'ai vendus? La deuxième dimension qu'on met fortement en avant, c'est d'intégrer, c'est de prendre en charge le périmètre des effets d'externalité. Et donc, c'est d'élargir le périmètre des questions de valeur, valeur créée, valeur détruite, à travers ce rapport aux effets d'externalité et d'internalisation des effets d'externalité. Ces effets d'externalité nous renvoient souvent à des relations ou des rapports à la question de la nature, à l'environnement et la nature. Je donne l'exemple de l'éclairage de l'île, qui fait un travail sur les différentes fonctionnalités, les différentes performances attendues. Donc il y a une valeur patrimoniale à l'éclairage dans l'espace public, il y a les clubs de sport, etc. Il y a la sécurité, mais là, on peut intégrer aussi la trame noire. On peut mettre dans les dimensions d'attendu, d'usage, de performance d'usage, un éclairage qui garde aussi des trames noires et qui va permettre que la biodiversité elle continue à vivre en ville. Il y a une troisième approche, ou il y a une troisième dimension qu'on a en tête, qu'on avait en tête, mais finalement aujourd'hui c'est pas opératoire, c'est la question du coût global, comme un point d'appui pour recomposer des relations entre ceux qui conçoivent, ceux qui construisent, ceux qui gèrent les équipements. C'est beaucoup mis en avant dans le milieu du bâtiment, de la construction. Ça fonctionne pas bien, je crois. Et en tout cas, c'était quelque chose qui était intéressant. On a
une collègue d'Athémis, Brigitte Pasquelin, qui a même fait sa thèse sur le coût élargi partagé, c'est-à-dire qu'on intégrait aussi le rapport aux effets d'externalité et on essayait de les internaliser. Aujourd'hui, on a du mal à mobiliser ces outils. Alors, difficultés et interrogations. Les difficultés, c'est la difficulté à apprécier les effets. On le voit, c'est toutes les difficultés qu'ont les économies de prévention, en fait. On sait apprécier les coûts d'un problème, d'une externalité négative. Par contre, on a du mal à apprécier la valeur d'une non-consommation de ressources, la valeur d'une non-production de déchets, la valeur d'un changement de régime alimentaire, la valeur de l'allongement de la durée de vie sur un bien d'équipement. Ce sont des effets qui ne sont pas médias, c'est pas l'action d'un seul acteur, c'est pas tous mesurables. Donc là, on a une vraie difficulté parce qu'on perçoit cette valeur, mais par contre, on a effectivement du mal à la mettre en récit, à défaut de la comptabiliser, puisqu'on s'est dit que ce n'était pas que dans la comptabilisation. Il faut qu'on soit attentif parce qu'aujourd'hui, la transition écologique, ça devient une transition neutralité carbone. Et on pilote par la comptabilité des émissions carbone. Et là, il y a un vrai risque pour nous. Et dernière chose, 2 interrogations personnelles. Aujourd'hui, on accompagne tout type d'acteurs économiques. On ne porte pas de jugement a priori sur l'utilité de la production de cet acteur. On fait le pari que s'il a envie de se réinterroger et de cheminer, c'est intéressant de l'accompagner. Il y a d'autres courants qui nous disent il y a des activités économiques qui sont par nature néfastes et donc il va falloir les arrêter. Arbitrairement, il va falloir de façon volontariste arrêter ces activités. La publicité n'a plus sa place dans le monde de demain. Voilà. Donc ça c'est une question. Et puis la deuxième question, c'est cet effet ciseau. Est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux? Est-ce qu'on peut être à la hauteur des enjeux? En tout cas, on sait qu'aujourd'hui, à un niveau macroéconomique, cet effet ciseau, ce décrochage entre PIB, l'expression de la valeur monétaire, c'est pas la valeur réelle, mais la valeur monétaire, décrochage PIB, consommation de matière et énergie, ne se produit pas, ou de façon très peu significative lorsqu'il se produit. Donc on n'est pas du tout encore au rendez-vous de cet effet ciseau. Mais on avait dit pas de conférence qui déprime. Voilà. Donc c'est une interrogation. Est-ce que finalement la façon dont nous on mobilise cette dynamique d'effet ciseau, qui est différente des autres approches, est-ce qu'elle nous donne une perspective un peu plus soutenable que ce que l'on perçoit aujourd'hui par ailleurs? Merci pour ces éléments et éléments de discussion, et merci pour la transition avec les propos d'Isabelle maintenant. On accueille tout le monde aujourd'hui à Athémis sans se dire quelle est votre intention, sans se dire bon, vous fabriquez des remontes-pentes ou des néonicotinoïdes, vous avez envie de travailler, on va réfléchir ensemble. Est-ce que parfois, encore une fois sans démagogie, mais sur le terrain des accompagnements que vous faites, ces tensions deviennent très vives au point que certains dirigeants arrivent à se dire mais si je crois à ce que je lis, à ce qu'on se dit là, est-ce que ma raison d'être sous sa forme actuelle est encore pertinente? Moi, effectivement, mon intention, c'était, et puis par rapport à l'expérience que j'ai, c'était de parler, en fait, alors en tant que représentante là, de l'Institut, des clubs, et puis en tant qu'accompagnatrice EFC, finalement, comment ça se passe sur le terrain, ce rapport à l'économie, à l'écologie. Et comme ça a été évoqué, et comme tu l'as évoqué, ce que je m'étais noté d'abord, c'est que finalement, alors un des cœurs, effectivement, du travail qu'on fait, que font les clubs, qui se fait sur nos thématiques avec l'EFC, c'est l'accompagnement notamment de dirigeants. Les premières transformations, elles commencent par la transformation des dirigeants eux-mêmes et en général arrivent à nous alors une diversité effectivement de dirigeants. C'est-à-dire qu'il y a des dirigeants, eux, qui arrivent avec effectivement une vraie intention, une vraie envie du faire autrement, d'impact écologique différent, qui savent d'ailleurs pas toujours comment faire, qui ont besoin en fait de soutien et qui ont à un moment les yeux qui brillent quand ils entendent parler de ce que l'on fait sur nos territoires, dans les accompagnements avec l'EFC, parce qu'ils se disent tiens, c'est possible, oui, il y a des gens qui réfléchissent à ça, donc ça c'est aussi quelque chose qui est hyper important. Après, il y en a d'autres qui arrivent plus avec la problématique vraiment économique, confrontés aux limites de leur modèle, qui leur font perdre du sens, qui leur font
vont s'interroger effectivement énormément sur leur entreprise. Au départ, parfois simplement parce que eux-mêmes s'épuisent dans un système dans lequel en fait c'est toujours le volume, la rentabilité, et que finalement ils y perdent le sens eux-mêmes. Surtout qu'on travaille quand même beaucoup sur les territoires dans nos sujets avec les PME et les TPE qui sont vraiment directement au cœur de leur activité et du sens de leur activité. Donc oui, on a une diversité de gens qui n'arrivent pas nécessairement avec le sujet de l'écologie, du rapport au vivant comme un sujet premier. Mais moi, ce que je faisais comme constat, en tout cas dans mon expérience d'accompagnatrice là dans notre club en Normandie, c'est que on a des dirigeants qui sont tout de suite embarqués par ce qu'on leur propose avec l'EFC, qui sont embarqués par le fait de rechercher des trajectoires plus durables, plus responsables. Quand ils ne sont pas hyper sensibilisés, moi j'adore regarder aujourd'hui les mises en récit et les trajectoires de dirigeants à travers le temps pour voir combien finalement petit à petit il y a des choses qui infusent et qui en fait les amènent à se poser des questions différemment, à développer des coopérations différentes avec leurs acteurs. Et donc voilà, donc ça je trouve que c'est, parce qu'on ne veut pas effectivement déprimer, je trouve ça extrêmement enthousiasmant et ça fait plaisir aussi de les voir, de se reposer des questions, de redécouvrir la propre valeur de leurs approches et de ce qu'ils font. Alors, pour l'illustrer concrètement, effectivement, je voulais parler notamment d'une dirigeante sur laquelle on a partagé, qui est Laure Maricio, qui a repris une petite entreprise familiale Lavomatique, qui fait donc, qui a des laveries et des pressings. Elle a eu un petit peu de mal quand son beau-père lui a demandé de reprendre l'entreprise parce qu'il y avait deux choses qui l'animaient, c'était l'écologie et l'humain. Elle se disait, cette entreprise, je vois pas bien ce qu'il y a d'humain. Et puis, je vois pas bien non plus ce qu'il y a d'écologique, évidemment, avec les problématiques d'utilisation de l'eau et de pollution de l'eau. Elle a fini par quand même finalement se rendre compte qu'il y avait, et d'ailleurs c'est ce qui l'a amené à partir, c'est qu'il y avait finalement beaucoup d'humains et que l'humain finalement dans cette entreprise, c'était super important. Et puis, au travers du projet, je pense qu'elle avait déjà cette idée-là, mais ça s'est accéléré. Elle s'est vraiment embarquée dans le fait de se dire il faut que j'aborde le sujet autrement. Je suis pas simplement là pour laver le linge, mais en fait, effectivement, ça a raison d'être, un peu comme tous les dirigeants qui effectivement évoluent sur la manière dont ils abordent leur sujet, est devenu l'enjeu de préserver le linge. Le sujet du linge est un des sujets en fait problématiques quand même sur l'environnement. Donc préserver le linge et essayer d'avoir une approche dans son univers. Elle est convaincue, par exemple, demain, il faudra davantage mutualiser cette idée qu'on est tous nos machines à laver. C'est une absurdité liée à notre monde de consommation et de développement et qu'on peut en faire quelque chose de différent. Elle s'est attelée aussi au sujet de comment en fait on fait évoluer aussi les pratiques de nettoyage du linge en baissant les températures utilisées, en baissant les détergents, les lessives utilisées, allant à l'encontre, les limites, les difficultés, c'est parfois les pratiques professionnelles des gens, c'est-à-dire les a priori des consommateurs, évidemment les premiers aussi. Donc il y a tout un chemin aussi à réaliser pour faire évoluer en fait les pratiques et faire de la pédagogie et voilà. Mais c'est son moteur, c'est ce qui fait sens et c'est ce qui fait qu'elle entraîne avec elle aussi toutes ses équipes, tout un écosystème d'acteurs aussi. Voilà. Donc moi je salue beaucoup en fait ce genre de choses et puis ce qui est satisfaisant, c'est que les dynamiques et ça m'amène aussi au rôle en fait un peu de l'institut des clubs, c'est permettre finalement à des dirigeants d'expérimenter, d'avancer, de garder le sens ou de retrouver du sens dans leur activité. On a un autre dirigeant qui va nous rejoindre, qui est Jérémy Baca, qui travaille sur la rénovation de façade. Une de ses problématiques, c'était le sens de sa propre activité, même si pourtant, finalement, il a toujours cherché à le faire de manière vertueuse. Donc, cette question du sens, elle est hyper délicate. C'est-à-dire le sens de sa propre activité ? C'est-à-dire le sens de son rôle de dirigeant dans des activités qui peuvent être uniquement tournées vers des logiques économiques. Et pas. Alors, je suis pas sur des dirigeants qui peut-être se posaient radicalement dont l'activité n'avait plus du tout de sens, parce que ça, il y en a quelques-uns. Quand on aborde avec eux ou on essaie de les embarquer dans les sujets, on a un projet au niveau de l'institut sur l'écologie et le travail avec le CIGID et l'ANACT. J'essaie d'embarquer des dirigeants de Normandie. Il y en a un, il fait du revêtement de sol élaboré à partir de plastique et de pétrole. Il dit, moi, à part vendre mon entreprise et changer d'activité, je ne sais pas très bien ce
que je peux faire demain, parce qu'il a essayé de tout faire ce qu'il pouvait faire. Voilà, donc il fait partie de ces dirigeants qui à un moment évidemment se posent. Mais même Laure, à un moment donné, son activité, elle se posait la question. Le fait de se redire, en fait, on a quand même besoin, on aura besoin de toute façon de nettoyer le linge. On a besoin de le faire de manière plus moderne que revenir à laver avec les femmes un peu esclaves du lavage à la main dans les lavoirs. Encore qu'il y avait un espace social très sympathique. Mais peut-être. Disons qu'on peut en faire un espace mixte si on y revient. Moi, je veux bien essayer. Bref, en tout cas, l'idée, c'est pas de revenir non plus à des méthodes qui n'ont plus de sens, mais voilà, c'est là la question un peu du sens, de retrouver un équilibre entre retrouver des pratiques vertueuses et en même temps garder une logique d'entreprise qui arrive à faire travailler du monde, apporter un rôle social, sociétal. Et en cela, en quoi l'Institut essaye de faire ressources, d'accompagner ces gens, en quoi il y a quelque chose, il y a un chemin, on le voit bien, la trajectoire elle n'est pas linéaire, elle vient poser des vraies remises en cause, le réel résiste violemment, voilà, on peut regarder la courbe de nos émissions carbone et du réchauffement, effectivement, voilà, ça résiste. En quoi l'Institut est un soutien à ces trajectoires-là ? Alors l'Institut, les clubs et tous les acteurs qui interviennent dans toute la communauté de l'EFC, puisque effectivement le rôle d'un institut, c'est finalement de faire vivre et de contribuer au développement d'une communauté qui est engagée, des acteurs qui ont envie effectivement de faire autrement, de changer le monde, comme leur disait Isabelle tout à l'heure, et qui voilà. Donc le rôle des clubs, le rôle de l'Institut, c'est aussi d'animer ces communautés, de pouvoir créer des espaces en fait d'échange, de partage, de travail, d'expérimentation. De rendre aussi, de permettre à ces personnes de ne pas se sentir seules, d'être mobilisés aussi dans leurs propres convictions et d'avoir du soutien. Je pense qu'un des mots importants qui était un peu évoqué, c'est la notion du soutien. C'est-à-dire que croire dans quelque chose, ça nécessite aussi de sentir que c'est possible et que le soutien, il est aussi à la fois avec la dimension émotionnelle, humaine, mais aussi avec les outils et les méthodes qui sont proposées. Moi, je vois quand même toujours l'effet en fait, de l'EFC sur les dirigeants qu'on embarque dans ces sas de déformation et qui à un moment se dit c'est quand même vachement puissant ce machin-là. Au départ, on comprend rien, mais ça. Le référentiel est caché, ou alors il n'y en a pas qu'un. Il est hyper puissant. Je rigole, je fais des références à l'an dernier, je crois que c'était l'an dernier, ou à Saint-Étienne. Donc du coup, l'Institut est là pour effectivement soutenir, proposer des espaces, faciliter ces espaces. Donc déjà, il y a l'espace interclub qui s'est structuré, qui se dynamise. Il y a les espaces des universités, ici, ça fait 10 ans, et elles grandissent, elles sont à chaque fois des moments ressourçants. Donc et source aussi d'idées et d'innovation. Les espaces entre les entreprises, les espaces entre les territoires et entre elles. Des espaces de projet aussi de travail, en fait, au travers d'expérimentations, essayer de faire avancer la réflexion. Voilà. Donc c'est tout ça que propose l'Institut. Ce que je voulais peut-être dire aussi, c'est que quand on a commencé à discuter avec ton côté un peu provocateur, effectivement, sur le sujet j'ai beaucoup lissé, là. De l'écologie, oui, je te remercie. Je me défendais un peu, je trouvais, je suis désolée, mais moi, l'Institut, le FC, c'est à la base l'environnement, l'écologie. C'est-à-dire que moi, d'ailleurs, je suis rentrée avec cette motivation et je vois aussi que c'est ce qui anime pas mal de personnes que j'accompagne autour de ça. Et du coup, en fait, on se rend compte qu'effectivement, ça pouvait manquer un peu ou que ça pouvait se perdre de vue. Et l'Institut, aujourd'hui, depuis 1 an, a engagé un travail de réflexion de fond avec ses membres, son conseil d'administration pour repenser le projet associatif de l'Institut. Et une des choses importantes a été au début, et il y a 1 an même, quasiment au mois de septembre, de se redire finalement c'est quoi la raison d'être de l'Institut et c'est quoi en fait l'intention qu'il y a derrière. Et il y a eu besoin de réaffirmer le fait que l'intention, elle était là, d'agir en faveur de l'environnement, de l'écologie, évidemment du social, de la démocratie, tout ça c'était déjà bien présent, mais le mot de l'écologie est important. C'est aussi pour ça ce qui a motivé aussi à cette université sur ce thème. Voilà. Merci, bravo pour le timing.